PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h, comme tous les samedis sur Sud Radio avec Marc Ezrati et toute son équipe. Bonjour à vous Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Dans quelques minutes, on va parler de MaPrimeRénov'. Comment la toucher, comment l'utiliser, est-ce que ça marche et surtout à quoi ça sert. Mais tout de suite, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence ce journal, Marc, avec un locataire condamné, tenez-vous bien, à rembourser plus de 1000 nuitées de sous-location Airbnb à son propriétaire. Un locataire qui avait sous-loué un studio de 30 mètres carrés situé dans le 6e arrondissement de Paris a été condamné à rembourser plus de 221 000 € de loyer à son propriétaire. C'est un montant record dans une affaire de sous-location Airbnb. Le locataire avait sous-loué sans l'autorisation de son propriétaire à plus de 320 reprises, totalisant 1144 nuitées. Non mais c'est absolument incroyable. Il ne mettait jamais les pieds dans son appartement. Allez, on poursuit avec une autre condamnation. Cette fois-ci, c'est une condamnation de propriétaires. Ce sont des propriétaires d'un immeuble. Ça se passe à Marseille. L'immeuble, malheureusement, menacé de s'effondrer. Et les propriétaires d'un immeuble de Marseille qui menaçait donc de s'effondrer, qui mettait en danger la vie de nombreux locataires, ont été condamnés lourdement à 8 mois de prison, dont 4 fermes, et 15 000 € d'amende par le tribunal judiciaire de Marseille. La fin d'un long combat entamé par les locataires en 2018. Allez, on termine ce journal, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée comme chaque semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, c'est une résidence de 128 lots qui est située à Vincennes, c'est dans le département du Val-de-Marne, qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission d'entretenir les parties communes ou encore les espaces verts de la résidence. Pour ce poste en CDI qui demande autonomie et rigueur, la rémunération sera de 1 724 € brut par mois et un logement de 40 mètres carrés est également prévu. Vous retrouvez cette annonce sur gardienrecrute.com. Et effectivement, c'est la fin de ce journal, mais vous restez avec nous, Marc, puisque tout de suite on trouve Céline Chailly. Bonjour Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une notion centrale pour amener du confort dans son intérieur, l'isolation. Et pour présenter tous les avantages d'une bonne isolation, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors, isoler, c'est le chantier à entreprendre en priorité dans un logement, n'est-ce pas ? Exactement, l'isolation est le tout premier chantier envisagé pour faire des économies d'énergie bien et rapidement. Parce qu'une mauvaise isolation, c'est près de 30% de la chaleur qui s'échappe par le toit, 20% par les murs et le reste par les fenêtres. Isoler, c'est avant tout faire des économies d'énergie. C'est bon pour le portefeuille et pour la planète toute l'année. On parle souvent d'isoler pour lutter contre le froid l'hiver, mais rappelons qu'une bonne isolation permet de maintenir le frais d'une maison en plein été, et donc toute l'année, de réaliser des économies en réduisant son chauffage, et voire ne pas du tout utiliser sa climatisation pour un meilleur confort et une facture plus faible. Avec une bonne isolation, fini la moisissure et l'humidité, mais aussi les bruits extérieurs et intérieurs. Oui, ces fameux pas dans le couloir à 4h du matin, Céline. Et puis c'est devenu un critère de sélection pour les futurs acheteurs, presque autant que le prix et la surface du bien. Aujourd'hui, 87% des acheteurs souhaitent avoir un logement économique et écologique. Rénover fera grimper alors sa valeur. Et grâce aux aides à la rénovation, vous ne vous ruinerez pas dans les travaux. Merci Katia. Alors Marc, pour finir, je vous propose de découvrir des équipements bien utiles au jardin pour aménager et puis faire de l'ombre. Et ces équipements, ils sont particuliers parce qu'ils sont hybrides. Voilà, les équipements pour se protéger nouvelle génération sont hybrides. Alors, je vous présente par exemple la pergola Vergola. La véranda pergola. Je m'y perds tellement c'est hybride. Véranda pergola qui protège la terrasse tout en créant un nouvel espace de vie. Et le Pergostore, voilà, une autre innovation du moment. C'est un mélange entre une pergola et un storban. Voilà, donc ces solutions sont hyper modulables et elles permettent de protéger son espace extérieur. Et de se mettre un petit peu à l'ombre. Merci beaucoup Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci à vous également Katia Léal, responsable communication de mon expert Rénovation Énergie. Il ne faut surtout pas confondre tout ça avec la Péranda et le et le Vergostore, par exemple. Allez, restez avec nous. Marc Ezrati, on se retrouve dans quelques instants pour On parle IMO sur Sud Radio, notre rendez-vous 100% immobilier. On va parler de MaPrimeRénov'. Dans un instant, à quoi ça sert? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour en bénéficier? On va en parler notamment avec Corinne Joly. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier.
avec mon expert rénovation énergie. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h, comme tous les samedis, sur Sud Radio, avec Marc Ezrati et Corinne Joly qui nous rejoint. Bonjour à vous, Corinne. Bonjour. Présidente de PAP.fr, particulier à particulier. Tout de suite, le Mac de la semaine avec vous, Corinne Joly, et avec Marc Ezrati. Tiens, Marc, on va commencer par une définition. C'est quoi ma prime rénov'? Eh bien, tout simplement, ma prime rénov' est une aide à la rénovation énergétique qui est proposée par un organisme d'État, France Rénov', calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux réalisés. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors l'État avait tablé sur la rénovation de 700 000 logements et en 2021, finalement, seuls 2500 logements, selon la Cour des comptes, ont donné lieu à un changement de classe énergétique. Alors, la question est simple, est-ce que ça veut dire que certains logements ont été rénovés sans pour autant voir leur classe énergétique changer ? C'est une bonne synthèse. Bon, maintenant, il faut nuancer un tout petit peu ce chiffre de 2500 parce que quand on fait une rénovation, on ne fait pas systématiquement dans la foulée un nouvel audit énergétique ou un nouveau diagnostic de performance énergétique pour connaître sa nouvelle lettre. Donc, il y a peut-être des logements qui ont changé de classe énergie et on ne le sait pas. Mais bon, les premières estimations disent quand même que c'est assez faible. Donc, le chiffre est un peu décevant, surtout qu'il y a eu 650 000 primes accordées. Donc, il y a quand même eu beaucoup de primes accordées et a priori, même s'il y en a peut-être un peu plus que 2500, on est quand même très loin des objectifs fixés. Et il faut se souvenir que là, on a quand même un calendrier qui est un peu serré, puisque la loi climat et résilience dit que les passoires thermiques vont progressivement être interdites à la location. Donc là, si on continue à ce rythme, des centaines de milliers de logements vont sortir du parc locatif. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord qu'on ne peut absolument pas se le permettre. Exactement. Alors, on a appris aussi que l'enveloppe moyenne allouée par MaPrimeRénov' était de 3 600 €. Qu'est-ce que ça dit des projets de rénovation ? Ça dit qu'en fait, la majorité des projets sont ce qu'on appelle des gestes. C'est vraiment le terme qui est employé par MaPrimeRénov', c'est-à-dire c'est une amélioration unique plutôt que des rénovations globales. Quand on regarde dans le détail, 70% des aides concernent le système de chauffage, donc il s'agit généralement d'un changement de chaudière. Il y a 26% des aides qui concernent l'isolation, mais dans l'isolation, ça peut être par exemple un changement de fenêtre. Bref, avec ce budget, c'est sûr qu'on peut pas faire de changement majeur. Or, pour qu'une passoire thermique devienne plus écologique, en général, il faut des grosses rénovations. On est plutôt entre 30 000 et 50 000 €. Donc on est quand même très loin avec une prime moyenne de 3 600 €. Alors Corinne, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ou de différent pour que les Français se lancent vraiment dans de gros travaux de rénovation ? Quasiment tout. En premier lieu, il faut quand même de la motivation, car quand on se lance sur des travaux d'isolation des murs, par exemple, on transforme son logement en chantier, c'est pas toujours facile à gérer. Ensuite, dans les appartements, il faut l'accord de la copropriété, car les travaux les plus importants, ça ne peut se mener qu'à l'échelle de l'immeuble, donc déjà, il faut quand même pas mal le vouloir. Ensuite, ça peut être très compliqué à obtenir, enfin là notamment en copropriété c'est compliqué, et puis pour être honnête, dans de nombreux centres-villes il y a un véritable problème technique. Si on isole par l'intérieur, on perd de la surface sur les logements, et si on isole par l'extérieur, ça va vraiment abîmer le patrimoine. Donc il y a vraiment une vraie complexité à réaliser ça. Bon, et puis évidemment il y a un problème budgétaire. Si on voulait faire 700 000 rénovations globales à 40 000 €, ça ferait 28 milliards d'euros. Là, on a 2 milliards d'euros d'aide, donc financièrement, on n'y est pas du tout. Et enfin, on manque d'artisans pour effectuer toutes les rénovations, et on manque maintenant également de matériaux. Donc il manque plus ou moins tout. Pour atteindre les objectifs. Est-ce que ce dispositif MaPrimeRénov', il est à mettre en cause ? Alors, je pense pas. Le dispositif, il a déjà distribué 2 milliards d'aides, donc c'est pas non plus rien. Il faut pas cracher dessus. Pour l'instant, même si ce sont des gestes et pas des rénovations globales, c'est déjà ça de fait. Et puis peut-être que certains enchaînent les gestes plutôt que de tout faire d'un coup. Si on voulait favoriser les rénovations globales, on pourrait en effet modifier le dispositif de telle sorte qu'il ne subventionne plus les gestes et seulement les rénovations globales. Mais je crains que ce soit contre-productif, car comme je l'évoquais, il y a plein d'autres problèmes qui font que les rénovations globales sont compliquées. Je pense que même si on ne change pas de classe énergie, aider les Français à changer de système de chauffage, c'est important, surtout quand on voit l'évolution du coût de l'énergie. Ces personnes qui ont fait des rénovations sans pour autant voir leur DPE changer de classe, concrètement, dans leur logement, rien n'a changé ? Si justement, si vous aviez une chaudière au fioul et que vous êtes passé sur une pompe à chaleur, je pense qu'en ce moment, vous êtes content. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas cracher sur ce qui a été fait, mais il faut prendre conscience qu'il y a un décalage entre les objectifs fixés et le rythme auquel les choses avancent vraiment. Et si on veut atteindre les objectifs, il va falloir y mettre
beaucoup plus de moyens, ou alors il faut changer les objectifs. Est-ce qu'il n'y a pas une question, on a parlé rapidement tout à l'heure sur les matériaux disponibles sur le marché, est-ce que ils ne sont pas un peu responsables de ce non-changement d'étiquette énergétique ? Alors, si jamais on se lançait vraiment dans des rénovations globales, en effet, les matériaux pourraient poser un problème. Mais de toute façon, à ce stade, on n'y est pas, puisque 70% des demandes concernent le système de chauffage. Donc, on voit bien que de toute façon, pour l'instant, c'est pas qu'on n'arrive pas à faire les projets, c'est qu'ils sont même pas lancés. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pas le sujet, mais c'est vrai que ça pourrait devenir le sujet. Alors, en gros, ce que vous nous dites, Corinne, ce matin, c'est qu'il n'y a pas du tout d'argent pour financer les rénovations énergétiques. Est-ce que j'ai bien compris ? Alors, je pense pas qu'il n'y a pas d'argent. Dans l'immobilier, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'argent. C'est un secteur qui brasse quand même pas mal. Il y a des aides, etc. Donc, à mon avis, il y a plus une question d'allocation et aussi de main-d'œuvre. Encore une fois, quand bien même on aurait l'argent, on n'aurait pas la main-d'œuvre pour faire les travaux. Et ça, c'est un problème urgent parce que la main-d'œuvre, ça ne s'invente pas comme ça. Donc, si on met en place des actions aujourd'hui, on n'en verra les résultats que dans 5 ou 10 ans. Dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio, qui voudraient faire des travaux de rénovation ? Moi, je vais surtout... alors, je leur souhaite bon courage pour trouver justement des artisans en ce moment, parce que je pense que là, ça manque. Donc non, j'ai pas de conseils majeurs à leur donner voilà, pour faire plus de rénovation. Je pense on a évoqué tous les problèmes qu'il y avait. Je pense que chacun fait ce qu'il peut. Je pense qu'il y a quand même une motivation qui est en train d'augmenter à cause des problèmes qu'il y a sur les coûts de l'énergie. Mais là, il y a besoin de plus de moyens et c'est plutôt un appel à l'État. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus d'artisans dans le métier ? L'État peut jouer sur les écoles, sur la formation, sur la communication auprès de ces métiers. Je pense qu'après, c'est des métiers qui souffrent d'un déficit d'image. Et à mon avis, les médias aussi pourraient faire quelque chose. Moi, je rêve d'une émission. Voilà. Il y a plein d'émissions, par exemple, sur la cuisine. Sur l'immobilier, par exemple. Voilà. Alors là, vraiment sur les artisans, en fait, sur le bâtiment. Et je suis désolée, mais je pense notamment à une émission de télé. Enfin, je vais en citer. Une émission de divertissement, en fait. Des émissions comme Le Meilleur Pâtissier ou Top Chef, c'est des émissions qui ont mis en avant un savoir-faire, qui ont valorisé les métiers. Et il faut quand même être conscient que c'est des carrières qui se décident vers l'âge de 15 ans. Donc vous aimeriez une émission Top Couvreur, par exemple, Top maçon. Ce serait intéressant. Des émissions mais qui mettent en avant les vrais savoir-faire qu'il y a derrière. Il faut quand même savoir que c'est des métiers où il y a quand même très peu de chômage, où on peut être assez bien payé, dont il faut reconnaître après la difficulté. C'est quand même des métiers physiques difficiles, mais que je pense qu'on pourrait valoriser plus. On pourrait créer un prix, on parle IMO, Sud Radio, pour justement le meilleur couvreur de France. Pourquoi pas Pourquoi pas, c'est une idée. Tiens, on va la creuser. Merci en tout cas, Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Et restez avec nous, surtout puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. On se retrouve dans un instant avec Corinne Joly, toujours pour parler du coaching IMO et notamment du bornage. Tiens, comment on fait pour marquer son territoire ? Ça, c'est la manière imagée de le dire. Comment on fait pour borner son terrain et bien délimiter sa propriété ? On en parle tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio, comme tous les samedis, avec Marc Ezrati et avec Corinne Joly, présidente de particulier à particulier, PAP.fr. Aujourd'hui, on parle du bornage. Corinne, aujourd'hui, on s'intéresse à une opération dont on ne parle pas souvent et qui pourtant, donc dans certains cas, est indispensable, c'est le bornage. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, le bornage ? Je crois que ça a été très bien résumé tout à l'heure. Ça consiste à marquer son territoire. Le bornage, c'est l'opération qui permet de délimiter précisément une propriété. Et comme tout terrain en touche un autre, ça permet aussi de délimiter les propriétés entre elles. Bref, grâce au bornage, un particulier peut connaître exactement les limites de sa propriété. Mais Corinne, il y a le cadastre pour ça, pour savoir ça, non ? Eh ben non, le cadastre, c'est un document fiscal qui n'a aucune valeur juridique. Le cadastre ne permet pas à un propriétaire d'affirmer quelles sont les limites de sa propriété, ça permet juste qu'il paye des impôts dessus. En fait, le cadastre a deux fonctions, fixer la base de calcul des taxes foncières et identifier les parcelles et leurs propriétaires pour suivre les ventes successives. Il ne garantit ni les limites de la propriété, ni la superficie du terrain, et en plus, il est imprécis. L'échelle à laquelle il est utilisé, il est au millième et ça peut entraîner des erreurs de 40 à 50 cm. Donc vous vous en doutez, il y a pas mal de conflits sur des problèmes de limites de propriété et donc des petites procédures en justice. Et les tribunaux rappellent régulièrement que le cadastre n'a aucune valeur en la matière. Seul le bornage fixe, de façon définitive et précise, les limites qui séparent deux propriétés privées.
Eh ben, je sais pas pour vous, Jean-Marie, mais moi, j'ai appris au moins un truc sur le cadastre. Moi, j'ai déjà fait un bornage, donc je connais la différence Voilà. entre les deux, effectivement. Bon, et dans quel cas on fait un bornage du coup ? Le bornage, il est rendu obligatoire par la loi SRU quand on fait un lotissement. Donc, mais bon, ça ne concerne pas tout le monde. Donc, on fait un bornage quand on a un doute sur les limites de sa propriété et souvent parce qu'on se dispute avec son voisin à ce sujet. Comme c'est un problème vieux comme le monde, le Code civil a prévu des dispositions simples. C'est l'article 646 qui dit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë et qui précise le bornage se fait à frais communs. Donc, ça veut dire, si je vous comprends bien, c'est qu'on peut l'imposer à son voisin sans qu'il s'y oppose. Exactement. On distingue deux types de bornage, le bornage amiable et le bornage judiciaire. Dans le premier cas, les deux voisins sont d'accord. Dans le second cas, l'un des voisins s'y oppose et donc l'autre, il s'agit de la justice et c'est le juge qui impose le bornage puisque de toute façon, il est impossible de s'y opposer ni d'échapper à son coup. Bref, ça vaut pas trop le coup de s'y opposer. Oui, et puis en plus, troisième cas de figure aussi, si jamais une des parties veut faire un lotissement sur le terrain, elle a besoin de faire le bornage et dans ce cas-là, en général, comme elle est pressée et qu'elle veut que ça se passe bien, elle paye tout le bornage et on a intérêt à accepter parce que sinon on partage les frais. C'est ce qui vous est arrivé Voilà. Corinne, vous parliez du coup, qui fait le bornage et combien ça coûte ? Alors le bornage, c'est forcément réalisé par un géomètre expert inscrit à l'ordre des géomètres experts. Cette profession a un monopole d'État sur cette activité. Il n'y a donc qu'un géomètre expert qui peut intervenir. Pour ce qui est du coût, les honoraires sont libres et donc vous vous en doutez, ça dépend des caractéristiques du terrain et de la région. Mais en moyenne, il faut compter entre 1 500 et 2 000 euros. Ça peut être plus, mais rarement moins. Et concrètement, comment ça s'organise ? Si c'est un bornage amiable et donc que les voisins sont d'accord entre eux, le géomètre expert convoque tout simplement sur place les propriétaires concernés. Ils doivent apporter tous les documents utiles, titre de propriété, procès verbal d'un ancien bornage. Leur présence est obligatoire car la procédure est contradictoire. Chacun doit se faire entendre. En cas d'empêchement, on peut se faire représenter par une personne de confiance. Et pour sa part, le géomètre, il va chercher s'il existe un ancien procès-verbal de bornage. Ceux effectués antérieurement sont archivés par les experts qui les ont réalisés. Puis après, le géomètre va travailler à partir des titres de propriété, des éléments matériels du terrain, les haies, les rivières, les clôtures et du plan cadastral qui reste quand même une indication. Il prend des mesures sur le terrain, il propose des limites aux propriétaires. Si les deux sont d'accord, il y a un procès-verbal de bornage. C'est signé par tous les propriétaires concernés pour que les bornes soient posées sur le terrain. Et puis, bien entendu, l'emplacement des bornes est indiqué dans un croquis ou un plan, sachant que le bornage est définitivement opposable. Donc, ni un héritier, ni un futur acheteur ne pourra le contester. Et supposons que ça se passe mal. Alors, si l'un des propriétaires n'est ni présent ni représenté lors de la première convocation ou s'il refuse de signer le procès-verbal de bornage, le géomètre établit un PV de carence. L'exemplaire est adressé à chacun des propriétaires et en cas de désaccord, avant de saisir la justice, il est obligatoire de rechercher un accord amiable en s'adressant à un conciliateur de justice. C'est une procédure gratuite pour le coup. Et en cas d'échec, alors il faut saisir le tribunal judiciaire du lieu du terrain. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. Le juge nommera un géomètre expert et à partir de son rapport, celui-ci établira la limite des terrains et fixera la répartition des frais de bornage entre les propriétaires. Donc Corinne, autant ne pas s'y opposer dès le départ. En gros, oui, c'est une bonne synthèse parce que de toute façon, c'est impossible d'y échapper et qu'en plus, le fait de s'y opposer, ça revient assez cher. D'autant plus que quand vous le faites, vous êtes présent et vous êtes entendu par définition. Exactement. Un dernier conseil, Corinne ? Oui, enfin plutôt c'est un site internet qui s'appelle geofoncier.fr, geofoncier.fr au singulier. C'est un site mis en place par l'Ordre des géomètres experts qui centralise et décrit l'ensemble des interventions foncières réalisées par des géomètres depuis 1997. Donc ça permet très concrètement de savoir si votre terrain a déjà été borné. Et est-ce que votre mur est mitoyen ou pas, par exemple ? Ça, c'est important quand il faut faire des travaux. Merci beaucoup, Corinne Joly. Expérience. Absolument. Geofoncier.fr. Geofoncier.fr. Merci à vous, Corinne Joly, pour toutes ces infos sur le bornage, qui maintenant n'aura plus de secret pour nous. Évidemment, tout de suite, on passe à votre coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Corinne, on part où ce matin ? On part dans les environs de Bordeaux, en Gironde, à Saint-Isan-de-Soudiac, à 30 minutes au nord de Bordeaux, à la campagne. Mais il y a une gare desservie par le TER pour Bordeaux, pour une maison pleine de charme. Alors, cette maison pleine de charme, elle comprend quoi ? Alors déjà, elle fait 225 mètres carrés, donc c'est grand. Elle dispose de 7 pièces principales, dont 6 chambres, donc grande famille bienvenue. La pièce de vie, à elle seule, fait 60 mètres carrés. Et puis, elle a été quand même pas mal rénovée. La toiture et la façade ont été rénovées récemment. Et puis, il y a un très grand jardin de 2700 mètres carrés, en partie constructible. Donc, on peut encore agrandir. On peut vraiment mettre du monde.
On peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre beaucoup de choses. Le prix de ce bien? On est à 328 000 €, ça fait 1 339 € du mètre carré. Ouais. Pour une maison Compétitif, pour une maison qui est clairement grande et qui permet de rejoindre Bordeaux en 30 minutes. Donc c'est assez idéal pour une famille nombreuse bordelaise qui veut quitter la ville et s'installer à la campagne tout en continuant à travailler à Bordeaux. Très, très bonne idée. Merci Corinne Joly, présidente de particulier à particulier PAP.fr. À très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Mais restez avec nous parce que tout de suite on trouve Frédéric Fougerin. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, ai-je le droit d'organiser une chasse aux œufs dans ma copropriété pour Pâques ? Bonjour Marc. Vous vous demandez s'il est possible d'organiser une chasse aux œufs dans les parties communes de votre copropriété au même titre qu'une fête des voisins. La première chose à faire est de consulter votre règlement de copropriété, document écrit qui définit l'organisation et le fonctionnement de l'immeuble. Il est obligatoire et doit être rédigé par un professionnel. Si rien n'est mentionné ou ne l'interdit dans le règlement de copropriété, vous pouvez donc tout à fait organiser une chasse aux œufs dans votre immeuble. Attention cependant, quelques règles de bon sens sont à respecter. Ne placez pas les œufs dans des endroits dangereux pour les enfants, par exemple, comme en hauteur, ou qui gêneraient les sorties de secours ou la bonne circulation dans la copropriété. N'abîmez pas les parties communes de la copro, notamment en plaçant les œufs dans des arbres fragiles ou près ou dans les fleurs. Enfin, attention aux nuisances sonores, évitez la musique pour ne pas gêner les personnes aux alentours. Je pense que les enfants seuls devraient garantir la bonne ambiance. Voilà Marc, vous avez toutes les clés pour profiter de ce moment de convivialité. Si rien ne vous interdit d'organiser une chasse aux œufs dans les parties communes de votre copropriété. Merci Frédéric Fougerat et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci à vous Marc Ezrati, on vous retrouve samedi prochain. Oui, exactement. On parle de quoi demain c'est jour d'élection, donc on va parler des programmes logements, des propositions de logement des deux qualifiés pour l'élection présidentielle. Exactement, je le rappelle d'ailleurs, soirée spéciale présidentielle à partir de 18h dès demain et jusqu'à minuit sur Sud Radio. Qui seront les deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle? Vous le vivrez en direct sur Sud Radio avec tous nos invités. Merci Corinne Joly. Merci. On vous retrouve également samedi prochain dans On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio de 9h15 à 10h. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.